Permettez-moi de vous communiquer le thème du jour. J'offre une seconde vie aux enfants de la rue. Ah ça, c'est pas donné à tout le monde. Quelle philanthropie, j'ai envie de dire. Juste tout de suite, on y va pour la capsule. C'est donc le portrait de notre invité, avec bien sûr Ange. Notre invitée d'aujourd'hui est une femme exceptionnelle. Originaire d'Annibale-les-Cros, mariée et mère de 3 enfants. En 2010, Alphonsine Diao fait des cours de psychologie. En voulant comprendre le pourquoi de la souffrance des enfants de la rue, un véritable amour d'aider s'est créé en elle. En 2015, elle crée une ONG pour soutenir ses enfants. Alphonsine est une femme déterminée. Dans sa quête d'aider, elle veut faire passer un message, celui de sensibiliser. Comment fait-elle pour garder ce rythme à aider les enfants de la rue? Toute la vérité, c'est tout de suite avec Caroline. Bien, merci d'applaudir très fort Madame Alphonsine Diao qui nous rejoint. Alphonsine Diao. J'offre une seconde vie aux enfants de la rue. Madame Diao, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci, bonjour. Avant tout propos, avant même d'écouter votre témoignage, je veux vous dire tout simplement merci. Merci pour ce que vous faites. Déjà, le titre nous parle. Quel cœur, j'ai envie de dire. Des enfants de la rue, des enfants qui ne sont pas les vôtres, vous avez décidé de les aider. Eh bien, nous aurons dans quelques petits instants le déroulé donc, de ce thème. J'offre une seconde vie aux enfants de la rue. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Madame Alphonsine Diao, psychologue et fondatrice de l'ONG Africa Transformation Initiative. Alors, ce que je veux savoir, parce que moi je suis très curieuse, vous faites des études pour devenir secrétaire de direction. La psychologie, ça vient à quel moment et pourquoi? Pourquoi vous bifurquez dans ce domaine? Bon, ce sont des questionnements internes. J'avais bien envie de comprendre l'humain, sa présence sur Terre, comment, pourquoi l'humain est là et quelles sont ses destinées. Donc j'avais fortement envie de repartir à l'école, étudier la psychologie. Alors, vous allez étudier la psychologie. Qu'est-ce qui va donc créer le déclic qui vous pousse dans la rue, j'ai envie de dire? En fait, après 3 ans d'études de psychologie, c'était la licence. Et pour faire le mémoire de licence, il fallait choisir un sujet pour traiter. Et c'était des sujets au tirage au sort. D'accord. Et j'ai tiré sur les enfants de la rue. Comme par hasard. Et moi, je me dis qu'il n'y a pas de hasard dans ma vie. Et je me disais que ça, c'est un appel que Dieu me lance. Donc, j'ai fait les recherches. Je suis allée dans la rue, j'ai posé des questions aux enfants, j'ai été avec les enfants, j'ai mangé avec, j'ai essayé de les comprendre. Et j'ai présenté, ça a bien marché. J'ai continué, j'ai fait la maîtrise, j'ai continué les recherches parmi les enfants de la rue. J'ai été toujours avec eux. Ensuite, je suis allée pour faire un master. J'ai fait le master. Je suis allée pour faire master pro. C'était toujours parmi les enfants de la rue. Et puis, bon, pour pouvoir gérer ce que je voulais faire parmi les enfants de la rue. Et bon, je me suis inscrite en thèse pour toujours continuer le même sujet. Et pendant ce trajet, vu que je rencontrais les enfants, donc certains me demandaient, mais maman, quand tu vas finir de faire tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous, là, tu vas nous laisser ici? Ah, ça, c'était un appel. Donc, je me suis dit, non, je ne vais pas vous laisser ici. Mais ce que je voudrais savoir, c'est vrai, on le sait, ces enfants-là, ils n'ont pas toujours le commerce facile. Alors, vous, quelle est votre technique d'approche pour pouvoir échanger avec eux jusqu'au point d'avoir ce genre de conversation? D'accord. Je ne suis pas seule à faire ce travail. Au départ, j'étais seule. D'accord. Mais j'ai pu convaincre d'autres personnes autour de moi. Mais vous y allez oui, avec des appréhensions ou pas? Non. Non. J'étais convaincue que personne ne naît mauvais. J'étais convaincue que ces enfants n'étaient pas mauvais. La preuve, moi je vais dans la rue, je cause avec les enfants. Il y en a 28 ou 29 derrière moi, là, ici, là. Je n'ai jamais perdu un sou. Alors que je leur donne mon sac pour garder quand je vais dans la rue. Vous n'êtes pas en train de les protéger, là? Non, je ne suis pas en train de les protéger. Vous êtes sûre d'avoir compté votre argent tous les jours? Tous les jours, quand je vais, je sais, oui. Et quand ils ont besoin de quoi que ce soit, ils me demandent. Je suis étonnée. Voilà. Ils ne m'ont jamais rien fait, ils ne m'ont jamais rien piqué. Donc, je suis convaincue qu'ils ne sont pas des voleurs.
Donc les choses se sont passées aussi facilement pour vous. Vous nous avez parlé de l'équipe avec laquelle vous travaillez au départ. Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile? Non, ça n'a pas été facile. Parce que tel que vous le décriviez, on avait l'impression que voilà, tout était facile. J'ai demandé la permission aux enfants, à certains d'entre eux, pour donner leur témoignage. J'ai un de mes grands garçons là derrière qui avait une fois volé le laptop avec lequel je travaillais. J'avais passé avec la personne avec qui je travaillais pour souvent prendre les noms, les adresses, et puis comme ça, on a une base de données. Et il avait piqué le laptop. Les gens l'ont poursuivi, l'ont attrapé, on voulait l'amener en prison, machin. J'ai dit, mais ce n'est pas la prison qui va changer cette affaire. Donc, nous allons faire autrement. Aujourd'hui, le jeune homme, il a fini de faire 3 années d'apprentissage de mécanique, et aujourd'hui, il est à l'AGEFOP en train de chercher un diplôme d'État à l'AGEFOP. Et il est assis là, il est là. Non. Lève-toi, il sait de qui c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, je sais. C'est son passé, oui, c'est son passé. Il n'est pas ce que les gens pensaient qu'il était. Et moi, je le savais. Je sais qu'il n'est pas ça. Mais il a dû faire ceci. On n'a pas besoin de le punir, de l'humilier. On peut procéder autrement pour le récupérer. Non, mais en fait, il a déjà pris la drogue. Il prenait la drogue. Mais bon, c'est pas de la nourriture. Il y est arrivé. Donc comment faire pour sortir ce jeune homme de cet endroit? Mais c'est comment faire là? Nous, on a envie de vous poser la question parce que ça paraît tellement extraordinaire pour le commun des mortels. Je veux dire, quelqu'un il est habitué à la rue, il est habitué à la drogue, il est habitué, ou je dirais, elle est habituée à la prostitution. Et vous, je veux dire, par un coup de baguette magique, vous arrivez à transformer cela. Non. Comment vous faites? C'est pas la baguette magique. Franchement, mais bon, c'est au quotidien. Je vous dis que ça fait 3 ans, peut-être 3 ans, 8 mois ou 9 mois que nous sommes au quotidien avec ces jeunes gens. Donc, c'est une éducation de tous les jours. Parmi nous qui sommes venus en tant qu'encadreurs, j'ai 2 psychologues, 2 jeunes psychologues qui sont avec moi. J'ai une aide-soignante qui est là. Il y a une institutrice au centre où je suis avec les enfants, où les enfants dorment. Donc, il y a du travail qui est fait en équipe. Oui, alors, justement, on va repartir à la première année. Parce que franchement, au bout de 3 ans, je pense que vous avez beaucoup d'expérience. La première année, je suppose que quand vous allez pour faire votre article, en fait, travailler sur ce sujet-là, vous venez déjà avec une idée. Peut-être que ça va être facile, ça va être difficile et tout ça. Mais à un moment donné, on va dire qu'au pied du mur, on voit le mur. Donc quand vous arrivez, est-ce que vous heurtez justement à une véritable réalité à laquelle vous n'étiez pas préparé? Oui. Quoi, par exemple? Mais parfois, les jeunes gens, ils te balancent des injures, ils te rejettent, ou bien ils te disent, bon, maman, on arrive, hein. Donc tu te plantes là, tu attends, ils sont 7, ils rient et puis ils partent. Tu ne sais pas quoi faire. Mais tout ça, je sais qu'il faut patienter, ils vont revenir. Justement, ce qui me pousse donc à vous demander, c'était quoi vos arguments? Si au début, parce que forcément, ils ne sont pas tout le temps réceptifs en un coup, c'était quoi vos arguments justement pour les amener à vous faire confiance peut-être? Est-ce que bon, on peut mimer quelque chose. Tu aimes la vie, tu es sûr que tu aimes cette vie que tu vis là. Tu es sûr que tu aimes celle-là. Ici, voilà, je vais vous demander poliment de vous lever. D'accord. Voilà. Et demander à... Vous venez. Vous parlez français? Vous parlez bien français? D'accord, venez. On va mimer parce qu'elle a dit on peut mimer, donc je vous prends votre micro. Là, vous essayez de jouer le jeu, on ne sait jamais, peut-être que vous allez jouer un jour dans un film. Là, vous êtes dans la rue, vous ne la connaissez pas et elle vous aborde. Voilà. Madame, placez-vous de ce côté-ci. Vous êtes dans la rue, je ne sais pas, essayez avec la démarche, je ne sais pas moi. Allez-y, là. Là, vous êtes dans votre élément, vous êtes dans votre univers. Faites quelque chose. Hey! Yes! Yes! Voilà. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Tu es sûr que tu es... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Tu es sûr que tu es en bon état? Oui. Parlez dans le micro. Tu as déjà mangé? Non, j'allais fumer une drogue là-bas, donc je vais passer. Le micro, s'il vous plaît. Tu as fumé la drogue là-bas. Là-bas, c'est où? C'est à Djamé, à côté là. Mais ça t'a rassasié? Oui, maman. Tu es rassasié là oui, où tu as pris de la drogue, donc tu... Oui. Tu n'as pas envie de manger quelque chose? Tu es sûr? Aujourd'hui, tu n'as pas envie de manger. Tu dors où?
Il dort chez mon ami. Il va. Donc, il dort chez mon ami. Pourquoi tu dors chez ton ami? Et ta maman, elle est où? Elle est là. Elle est là où? Elle a jamais. Elle fait quoi? Pourquoi elle est à Djamé? Le micro, s'il vous plaît. Pourquoi elle est à Djamé? Djamé? Un peu plus fort. Pourquoi elle est à Djamé et puis toi, tu es ici en train de fumer la drogue? Non, parce que elle a pour elle, donc... Laisse, voilà, vas-y. Elle a pour elle. Genre, la maison est si fatiguée de la maison. Tu es fatiguée de la maison? Je suis sorti seul. D'accord. Mais tu ne veux pas venir avec moi pour manger? Tu vas te laver? Si tu ne veux pas aujourd'hui, je peux venir demain, te trouver là, je vais te parler de ce que c'est que la vie. Pourquoi tu prends la drogue? La drogue, ce n'est pas la nourriture. Si tu veux, je peux venir demain. Mais si tu veux, tu peux venir avec moi. Ça t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse? De rester ici, de venir avec moi demain ou bien je reviens te voir? Qu'est-ce qu'on fait? Je viens avec toi. Tu es venu avec moi à la maison? Oui. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il a accepté, mais en même temps, ces enfants-là, ils sont la proie, on va dire, de beaucoup de personnes de mauvaise foi dans la rue. Parce qu'ils sont victimes de beaucoup de choses que j'aimerais même pas nommer sur ce plateau. Si la technique d'approche est la même, franchement, ces enfants sont en danger. Vous, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites concrètement? Au-delà de la scène, la mise en scène qu'on vient d'assister, une fois que les enfants ont gagné votre confiance, qu'est-ce que vous leur apportez? D'accord. D'abord, j'ai ici une demoiselle, une jeune dame, Madame Kwasi, Fanta, qui est celle qui, dès qu'on trouve des enfants qui acceptent de venir avec nous à la maison, les conduit à l'hôpital pour les consultations. Quand c'est une fille, c'est des consultations gynécologiques. D'abord, quand les enfants arrivent, on achète des produits antiseptiques, ils se lavent, on fait des déparasitants. Et elle s'occupe de trouver l'hôpital où elle peut les amener, les conduire, faire des vaccins et puis essayer de soigner les enfants. Quand ils savent qu'il y a quelqu'un qui veut me soigner, m'amener à l'hôpital, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Et puis mais après, ces enfants-là, ils sont logés où exactement? La maison se trouve à Abata. Nous avons une maison en location. Une grande maison de 6 chambres ou 7 chambres. Donc, ils sont là. Il y a une cuisinière qui est là, qui fait la cuisine. Je vous ai dit que j'ai des jeunes psychologues avec moi qui servent d'instituteurs aussi. Ils enseignent ceux qui ne sont pas à l'école à apprendre d'abord l'alphabet. Voilà. Là, je vous sens très émue pour ce qui vient de se passer. Non, mais pas du tout. On n'a pas encore terminé. Voilà, donc vous allez nous dire exactement ce que vous apportez aux enfants et comment est-ce que vous les gérez au quotidien. Tout ça, on a besoin de savoir où est-ce que vous trouvez les moyens pour subvenir à leurs différents besoins. Nous échangeons avec Madame Diao Alphonsine, une altruiste qui a décidé de s'occuper tout simplement des enfants de la rue. On lui demandait comment est-ce qu'elle s'arrangeait, comment est-ce qu'elle était organisée avec ses enfants et de quels moyens disposait-elle pour s'occuper de ces enfants-là. Donc, on vous donne la latitude de répondre à ces différentes questions. D'accord. De quels moyens je dispose? C'est là le problème. Ouais. Je vous avais dit tout à l'heure que mon mari travaille avec moi et les revenus que nous avons de notre travail, nous les utilisons. Ce n'est pas grand-chose et souvent, nous faisons appel à un ami ici et là, de manière sporadique. Certaines personnes viennent avec un sac de riz, 2 sacs de riz, ici et là. Mais est-ce que ça, c'est vraiment suffisant? Bon, on se bat. On se bat au quotidien. Parce que les enfants, ils vivent avec nous comme une famille. Petit déjeuner, le repas, les vêtements, les factures, l'école, les transports. C'est tous les jours. Il y a quelque chose à faire. Couper les cheveux pour les filles tressées, chausser, avec les caleçons. Avec 2 enfants, c'est pas évident. Voilà, là. donc vous avez une vingtaine d'enfants. Allez-y. Allez-y, Jess. Donc, à vous poser cette question. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Comment est-ce qu'ils le vivent au quotidien? Est-ce qu'ils comprennent? Oui, je pense. J'ai ma fille qui est là avec moi. J'ai une fille biologique qui est là avec moi. Elle est dans le groupe. Elle est venue ici avec moi m'accompagner. Elle est là. Donc, au départ, c'était un peu difficile. Tu es tout le temps parti, tu es tourné vers les autres et autres. Mais
Et petit à petit, les enfants ont accepté, ils comprennent. Il y a quand même des liens entre vos enfants et vos nouveaux enfants, j'ai envie de dire. Oui, il y a des liens, ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils se connaissent, ils se voient. Parfois, quand on organise, par exemple, des jeux de football, le plus petit qui est avec moi souvent, il est là. Bon, c'est dernier. Oui, c'est dernier. Comment? Quel âge il a, le plus petit? Il a 13 ans. 13 ans? 13 ans. Oui. Pour qu'on puisse mesurer un tout petit peu l'ampleur de ce que vous dites, vous avez combien d'enfants en ce moment? Vous en occupez de combien? Ici? 29. 29. Ah oui, 29. Ouais. Caroline? Ça fait 32 ans. Caroline, alors je voulais rebondir et savoir juste quelque chose. Je vous ramène un petit peu au début. Je veux savoir, parlons des enfants par exemple qui s'adonnent à la drogue, que vous allez par exemple récupérer dans la rue. Comment se fait le suivi? Dans le sens où naturellement, si c'est un ex-drogué, vous êtes censé le suivre pour sa cure. Oui, sa cure de désintoxication. Comment est-ce que ça se passe? Parce que là, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile. Là, c'est pas une question de venir prendre quelqu'un, de lui expliquer que voilà, vous mangez pas. C'est un drogué et donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Bon, en fait, au début, quand nous avons commencé à travailler au milieu des enfants, il y a certains qu'on a accompagnés à la Croix-Bleue. Bon, il y a un jeune homme que je vais nommer ici, il s'appelait Jonas, qui travaille avec moi, qui était vraiment dégourdi. Donc, il accompagnait des jeunes gens et on paye à la Croix-Bleue, c'est payant pour faire les suivis là. Nous payons. Pour ces jeunes gens, c'est surtout parmi les grands garçons. Ceux de 22 ans, 23 ans, voilà, où on a ce genre de problèmes. Bon, parmi nous, c'est vrai, certains ont touché à des comprimés, mais ce ne sont pas des drogues dures. Ok, d'accord. Ce n'est pas des drogues dures, c'est juste pour se maintenir dans la journée. Pouvoir tenir dans la rue, rester là, puis voilà, des excitants pour ne pas, peut-être des choses comme ça. Et si finalement vous vous retrouvez dans le cas où vous tombez sur un jeune homme qui prend de la drogue dure, qu'est-ce que vous feriez? Mais la Croix-Bleue est là toujours. Ok, d'accord. On inscrit et puis on fait le suivi. Vous faites le suivi? Oui, et puis nous aussi, on a notre manière d'aider l'enfant à mettre peut-être en quarantaine, il ne sort pas, il est là jusqu'à ce que... Parfois, ils ont mal à la tête pendant longtemps, ils sont vraiment fâchés. Il y a un qu'on a conduit à l'hôpital de Benjerville, là. Pendant longtemps, il a été interné pendant une semaine, quand il est sorti requinqué, et puis bon, c'est fini. Personnellement, pour ça, j'ai envie de vous applaudir. Moi seule. La vocation de psychologue vous aide beaucoup dans cette activité. Oui, le doyen. Je vous sens heureuse parce que vous avez dit que votre passion, c'est vivre pour l'humain. Je voulais vous poser quand même une question. Est-ce que parmi les enfants que vous acceptez, enfin que vous recueillez chez vous, est-ce qu'il y en a qui ne refusent pas, qui n'acceptent pas de rester, malgré tout ce que vous faites? Il y en a qui n'acceptent pas. Il y a quelques-uns qui viennent, ils font peut-être... il y en a qui font 6 mois. Et puis après, ils sentent que c'est trop coincé, il y a trop de règles, il faut aller à l'école, il faut étudier, il y a des suivis, donc ils repartent. Oui, ils repartent, mais on ne les laisse pas. On les suit encore à distance. On essaye de voir, on va les visiter, on essaie de, s'ils veulent revenir. Il y en a qui vont, mais qui reviennent, ils tournent autour. Ils font 2 jours, voilà, ils viennent à mon bureau, ils viennent, ils tournent. Et puis là, on dit, bon, reprenez-le parce qu'il a envie de rester. Donc, je voudrais revenir sur ce que disait Philo tout à l'heure, par rapport à l'agressivité. Est-ce que tous les enfants que vous recrutez, sont du même quartier? Non. Parce que l'agressivité, ça dépend aussi des quartiers. Non. Ceux qui sont dans les quartiers, je ne voulais pas les nommer, mais dans certains quartiers, ils sont très agressifs. Ah oui. Mais, ça dépend des conditions. Non, bon, ici, il y a des enfants qui sont venus d'Abobo. Il y en a de Trècheville. Il y en a de je ne sais pas, Port-Boué, Plateau, Adjamé. Tout ça, les enfants ne viennent pas tous du même endroit, mais bon. Merci. Ça fonctionne. Alors, je ne veux pas forcément revenir sur les raisons pour lesquelles ils sont dans les rues. Ce sont des raisons plus ou moins connues. Mais la question que je veux poser, c'est de savoir, est-ce que vous essayez tant bien que mal de les réinsérer dans leurs familles respectives, dans vos différentes démarches? Oui. Notre premier objectif, c'est en fait la réinsertion familiale. D'accord. Et puis, bon, s'il n'y a pas de possibilité, alors sociale. Donc, on met les enfants à l'école d'office. Et puis, pendant qu'ils sont au centre, pendant les vacances, on essaye de faire le lien avec les parents. Il y en a qui vont 1 semaine ou 2 semaines chez les parents
Voilà, nous payons le transport, on les accompagne, on leur donne même du transport. Quand si ça devient difficile là-bas, tu reviens. Si on te crée des problèmes, mais il faut recréer le lien. Mais ils ne vont pas seuls. Il y a des membres de l'équipe qui l'accompagnent. Et puis, on appelle pour voir comment ça va à la maison. Je dirais tout simplement que nous avons terminé notre échange. Merci. Alors, si, je ne sais pas, vous avez un appel à lancer, peut-être. Il y a forcément des enfants qui sont encore dans la rue, qui nous regardent en ce moment. D'accord. Je voudrais dire tout simplement qu'aucun enfant n'est bête. Même ceux qui sont dans la rue, je trouve qu'ils développent trop de puissance et d'intelligence pour survivre dans ces difficultés. On peut convertir cette force. Vu que parmi ces enfants qui sont là, il y en a qui sont en terminale. Quand on les recueillait, ils ne partaient pas à l'école. Peut-être qu'ils avaient un niveau 6e, 5e. Il y en a qui ont fini, qui sont à l'AGFOP. Il y en a qui sont pâtissiers, qui travaillent dans des pâtisseries. Il y en a qui sont encore à l'école au C1. Cette année, nous allons présenter 7 ou 8 enfants pour l'entrée en 6e. Donc c'est possible. C'est possible. Jetons un regard. C'est une initiative à saluer. Félicitations pour ce que vous faites. Ça démontre à quel point vous accordez de l'importance à l'humain. Et vraiment, félicitations. Je pense que vous méritez d'être accompagné au plus haut niveau, au plus haut point. Vraiment, merci pour ce que vous faites pour ces enfants. Merci infiniment et surtout merci d'avoir partagé ce témoignage inspirant et édifiant avec nous. Merci beaucoup, Madame Djao Alfonsi. Voilà. C'est tout ça ce midi. Et n'hésitez surtout pas à nous appeler. Vous remarquez qu'on a toutes sortes de témoignages dans cette émission. Vous avez une histoire intéressante, un joli vécu. N'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 00 00 pour participer à l'émission.